Bonjour à tous, bienvenue dans le Samedi Politique, un samedi politique un peu particulier puisque cette fois ce sont nos confrères du Visegrad Post qui interrogent Éric Zemmour depuis la Hongrie. À 2 mois des élections européennes, le journaliste et essayiste participait à un colloque à Budapest intitulé « Immigration, le plus grand défi de notre époque ». Ferenc Salmasi, le rédacteur en chef du Visegrad Post, vous explique les enjeux de ce colloque international et interroge ensuite Éric Zemmour pour le Samedi Politique. Nous sommes à Budapest, sur les rives du Danube, au bazar du château, où a eu lieu une conférence organisée par le MCC, le Matthias Corvinus Collegium, organisation soutenue par le gouvernement pour ce symposium de 3 jours sur le thème de l'immigration, intitulé « Immigration, le plus grand défi de notre époque ». Le gouvernement hongrois, à travers des organisations telles que le MCC, organise régulièrement des colloques de ce genre, notamment pour montrer au monde, au public international, qu'il jouit d'un soutien, y compris chez des figures importantes, intellectuelles, journalistiques, à l'international, aussi bien du monde anglo-saxon que des Français, par exemple, tels que Nicolas Sarkozy, qui a été une des vedettes de ce sommet, mais aussi Éric Zemmour, le célèbre polémiste et journaliste français, qui a tenu une conférence lors de ce colloque intitulé « Immigration et colonisation ». Nous l'avons interrogé à cette occasion sur l'Europe centrale, sujet sur lequel il s'exprime rarement dans les médias. Découvrez donc cet entretien pour TV Liberté et le Visegrad Post tout de suite. La Hongrie s'est fait connaître en 2014 avec le concept d'illibéralisme. Alors, qu'est-ce que l'illibéralisme ? Comment voyez-vous ça ? Quelle est votre vision de ce concept exprimé par Viktor Orban ? Si vous voulez, c'est un concept qui répond à l'évolution récente, je dirais moi au dévoiement de la démocratie libérale occidentale. Je m'explique. Si vous avez 2 minutes, parce que ça demande, c'est un problème compliqué, un problème très théorique qui passe en général au-dessus de la tête des gens, et je comprends, mais qui est fondamental. La démocratie libérale, initialement, c'est, comme son nom l'indique, la démocratie est libérale. La démocratie, qu'est-ce que c'est ? C'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, donc la loi de la majorité, qu'on compense par le libéralisme, c'est-à-dire que depuis Tocqueville, on sait que le danger de la démocratie, le danger de la loi de la majorité, c'est qu'elle tyrannise les minorités. Donc on dit libéral, c'est-à-dire qu'on respecte les libertés individuelles et aussi évidemment l'économie de marché. Et on pense, avec une certaine ingénuité d'ailleurs, mais peu importe, que l'économie de marché entraînera et protégera la liberté individuelle de penser, de parler, d'agir, d'avoir sa propre religion. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la démocratie libérale aujourd'hui n'est plus la démocratie libérale. C'est-à-dire que on a tellement été loin dans la peur de la tyrannie de la majorité qu'on a inventé des mécanismes juridiques en particulier qui contrôlent, verrouillent, contredisent cette loi de la majorité au nom de la fameuse Déclaration des droits de l'homme. On a permis à des juges d'interpréter à leur guise, en vérité, des principes obscurs, des principes philosophiques qui ne devaient pas rentrer dans le droit positif et que les juges ont fait rentrer dans le droit positif. Et ça a pour conséquence, 1, de limiter le pouvoir de l'État et 2, de contenir la loi de la majorité. De contenir tellement la loi de la majorité que l'individu est devenu roi sans se soucier du tout de la majorité, que les minorités sont devenues des tyrans qui tyrannisent donc la majorité, qui lui imposent ce qu'elle ne veut pas. Et l'immigration est la quintessence de ce conflit entre des minorités actives, tyranniques, protégées par le juge, qui s'imposent à la majorité. Et c'est pour ça que ce concept de démocratie illibérale vient cogner contre ce dévoiement de la démocratie libérale. Et d'une double façon. La première, c'est que
la démocratie doit revenir à la loi de la majorité et non plus à l'oligarchie judiciaire, bureaucratique, technocratique, avec la gestion de la Banque Centrale Européenne de la monnaie, vous voyez, avec le Bruxelles, tout ça, toutes ces oligarchies qui ont supplanté les gouvernements nationaux qui représentaient les peuples. Et deuxièmement, les peuples veulent se voir reconnaître un droit de l'homme, qui est un grand droit de l'homme, qui est le droit des peuples à la pérennité historique et culturelle. Et non pas au nom des droits de l'homme individuels que des cultures étrangères viennent s'imposer à la culture millénaire des peuples et viennent dominer sur des territoires de plus en plus étendus. Je crois que vous voyez, donc l'enjeu, il est fondamental. Il est très difficile à expliquer. En plus, il est noyé sous la propagande. Quand on vous dit, en gros, on vous dit démocratie libérale, il est contre la liberté et il est pour la dictature. À partir de là, vous comprenez bien que c'est même l'inverse, si vous voulez. Donc, c'est très difficile de discuter de ça, mais je crois qu'il faut continuer à imposer ce débat. Il y a beaucoup de caricatures sur l'Europe centrale, ce qu'on appelle toujours les pays de l'Est pour beaucoup, ces pays post-communistes, donc qui ont été sous le 45 ans sous le joug communiste de Moscou. Quel est le rapport de la France à cette région, de manière plus générale, en particulier aujourd'hui, et comment percevez-vous en particulier toute cette région et son rôle aujourd'hui dans l'Europe? La France ou moi? Les deux. Les deux. Alors, il y a deux choses. Pour la France, il y a deux choses. D'abord, il y a une vision romantique. C'est Sissi l'impératrice, c'est la Marie Walewska, la maîtresse de Napoléon, c'est même la maîtresse du général de Gaulle, du lieutenant de Gaulle en 1920. Vous voyez, il y a une espèce de romantisme comme ça entre la France et ces pays-là. C'est une espèce de valse viennoise. Ça, c'est dans l'inconscient collectif. C'est les livres de Stefan Zweig, vous voyez, c'est les tableaux de Klimt, voilà. Il y a ça d'abord. Dans l'inconscient collectif français, il y a ça, et ça, c'est vraiment profondément positif. La deuxième chose, c'est aussi l'espèce de remords, parce que nous avons raté le coche plusieurs fois. Napoléon était le libérateur de la Pologne, il ne l'a pas été complètement, mais ça lui a coûté quand même une guerre avec la Russie qui lui a coûté le pouvoir et qui a coûté l'hégémonie française sur l'Europe. En 1939, c'est après la Première Guerre mondiale, nous avons remplacé les Allemands comme puissance dominante dans cette région et nous n'avons pas su garder cette domination et même nous avons abandonné ces pays-là, la Tchécoslovaquie, puis la Pologne, à la puissance de feu allemande. Donc là, il y a cette mauvaise conscience-là. Maintenant, ça c'est pour la France. Moi, j'ai, si vous voulez, une vision plus complexe parce que j'ai le souvenir de l'histoire. Je sais que l'Empire d'Autriche était le grand ennemi de la France monarchique. Je sais aussi qu'il a trahi Napoléon. Donc je n'ai pas au départ une vision très positive, même si je suis un grand lecteur de Schnitzler, de Léo Perutz, etc. J'aime beaucoup la littérature d'Europe centrale. Donc ça. Mais en revanche, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la reconstitution avec le groupe de Visegrad de l'Empire austro-hongrois. Ça m'intéresse beaucoup. Vous aurez remarqué que tous les pays touchés par ce qu'on appelle la vague populiste, à part l'Angleterre évidemment, avec le Brexit, et à part les États-Unis, mais je parle en Europe, appartenaient jadis à l'Empire austro-hongrois. C'est-à-dire l'Autriche, la Hongrie, mais aussi la République tchèque, la Slovaquie et l'Italie, dont une partie du territoire appartenait à l'Empire d'Autriche-Hongrie. Et je pense que ce n'est pas un hasard. Je pense que ce n'est pas un hasard pour deux raisons toutes simples. C'est que, l'Empire austro-hongrois était un empire multiethnique, multiculturel, plus multiethnique que multiculturel d'ailleurs, et qui a fini par exploser sous le poids de ses contradictions et de la guerre. Et surtout, entre les deux guerres, la reconstitution dans les pays
issus de cet empire, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Roumanie, etc., de sociétés multiculturelles, elle aura fini dans le sang. Et ce n'est uniquement, il faut le dire, parce que tout le monde l'a oublié et personne ne veut le voir, la vérité est cruelle. Il n'y a la paix dans vos pays que parce qu'on a chassé 10 millions d'Allemands en 1945. Tout le monde l'a oublié. Mais c'est le renvoi de populations hétérogènes, puisque depuis le XVIIIe siècle, elles étaient là, en Allemagne, qui a fait que vous avez retrouvé une certaine unité et cohérence ethnique dans chacun des pays, et donc la paix. Deuxièmement, vous êtes aussi, et c'est d'une actualité brûlante, cette histoire lointaine, vous avez été aussi dans ces régions du groupe de Visegrad et de l'Empire Autriche-Hongrie, la limite de l'offensive musulmane sur l'Europe. On peut parler des sièges de Vienne en 1529 et en 1683, qui tous les deux ont échoué sur Vienne. Nous, on a gardé comme souvenir de ce siège-là le croissant, mais je pense que les Autrichiens en ont gardé un souvenir différent, et toute la région en a gardé un souvenir différent. Il y a la Hongrie, qui elle est partie du mauvais côté, si j'ose dire, de l'histoire, et qui pendant 3 siècles a subi le joug ottoman et musulman. Et donc il n'a pas du tout envie de connaître de nouveau cette conquête islamique. Et donc évidemment, là, il y a une différence de mémoire avec l'Europe occidentale. Si vous voulez, la conquête musulmane, c'est Charles Martel, c'est 732. C'est pas vraiment 1832 ou 1732. Vous voyez, il y a une différence. Il y a 1000 ans d'expérience entre les deux. Et je pense que c'est ça le fond de l'affaire. Le fond de l'affaire entre l'Orient, entre l'Europe de l'Est, l'Europe centrale, vous l'appelez comme vous voulez, l'ancien empire d'Autriche-Hongrie, le groupe de Visegrad, et la France, l'Allemagne et l'Angleterre, c'est ça. C'est cette différence-là. Donc pour vous, c'est, je résume, la confrontation au monde islamique, exactement, d'une part, et d'autre part, les expériences multiethniques et multiculturelles. Exactement. Qui ont vacciné, si j'ose dire, votre Europe par rapport à la nôtre, qui justement est en train de connaître les deux. L'islamisation de pans entiers de territoires et l'émergence de sociétés multiculturelles que nous n'avions jamais connues et qui, pour moi, mèneront à la même catastrophe que vous avez connue jadis. Comment vous percevez quel est votre jugement sur la gestion de la crise migratoire depuis 2015, puisqu'on sait qu'il y a eu la route des Balkans, on a nommé ainsi donc cet afflux massif, particulièrement durant l'été 2015, mais ça continue encore en 2016, depuis essentiellement la Turquie, à travers la Grèce, les Balkans, pour arriver à la frontière hongroise de Schengen. En 2015, donc, Viktor Orban a fait grand bruit en décidant d'ériger une barrière pour arrêter net l'immigration illégale et incontrôlée. Comment vous percevez cette prise de décision qui va à l'encontre de tout ce à quoi on était habitué en Europe depuis des décennies? Et, si vous voulez, la décision d'Orban est la conséquence de ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que lui, il a la mémoire de ce que je viens de vous dire. Et donc, quand il voit 1 million de personnes, pour la plupart des hommes et pour la plupart des musulmans, il se dit c'est une invasion. Cela recommence. Et donc, il faut arrêter ça tout de suite. Et pour moi, il a tout à fait raison. Donc il fait un mur, en plus il défend la frontière de Schengen, l'Europe devrait lui en savoir gré, et donc évidemment il s'oppose à la vision immigrationniste et multiculturaliste des autorités de Bruxelles qui n'ont qu'un raisonnement économique. Et si vous voulez, plus d'immigrés, ça fait baisser les salaires et en plus des ouvriers locaux, donc c'est meilleur, c'est bon pour la productivité. En plus, ça devient des consommateurs, donc c'est bon pour la croissance. Vous voyez que des choses quantifiables et qui ne voient pas, si vous voulez, l'affrontement des civilisations, qui la nient d'ailleurs, puisque ces technocrates-là estiment qu'il n'y a pas d'affrontement de civilisation, tout simplement parce qu'il n'y a pas de civilisation avec un S, qu'il n'y a qu'une seule civilisation universelle, mondiale, etc. Ils vivent dans ce bain-là. Donc Orban, évidemment, s'oppose frontalement à cela et pour moi, a pris la bonne décision. Mais vous voyez bien que ce n'est pas l'avis de nos élites occidentales. Pour revenir et conclure, pour revenir au V4, donc le groupe de Visegrad, Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, quelle est votre
Quelle est votre vision donc, de leur rôle aujourd'hui et à venir? Je vous ai dit, c'est l'héritage amusant, je dirais, de l'Empire austro-hongrois. C'est le retour de cet Empire austro-hongrois. Moi, je regrette historiquement que les Français n'aient pas choisi l'alliance avec ce groupe-là en 1918. Ne refaisons pas l'histoire, mais en tout cas, je pense que nous devrions nous allier aujourd'hui à ce bloc-là, nous les Français, pour garder une certaine conception de l'Europe, de l'identité européenne, qui est avant tout chrétienne et gréco-romaine. Si l'Europe n'est plus le continent de l'homme blanc chrétien et gréco-romain, même s'il peut y avoir des minorités, mais il faut qu'elles restent des minorités, si ce n'est plus ce continent-là, ce n'est plus l'Europe. C'est assez simple à comprendre. Tous les gens, les penseurs du général de Gaulle à Paul Valéry ont dit exactement ce que je viens de vous dire. Ce n'étaient pas des gens racistes, ce n'étaient pas des gens islamophobes comme on dit bêtement aujourd'hui. C'est simplement une réalité. Si ce n'est plus ça, ce ne sera plus l'Europe. Et l'Europe sera soumise à une civilisation étrangère, on passera à une autre civilisation. S'allier à Viktor Orban pour sauvegarder les racines de l'Europe, c'est aussi la conviction de l'intéressé. Le Premier ministre hongrois a en effet exhorté les pays d'Europe occidentale à se réveiller. Si je regarde autour de moi, à la recherche d'un pays où on peut espérer voir l'avènement d'un gouvernement qui dit comme nous ce que nous disons, représente ce que l'on représente, précisément parce que c'est un pays frontière qui a dans son intérêt d'arrêter l'immigration venant par la mer, c'est l'Italie. Il faut que quelqu'un vienne, car nous tiendrons bon un moment, mais ça ne pourra pas durer jusqu'à la fin des temps, car notre énergie a ses limites. Nous avons besoin qu'un grand pays d'Europe occidentale dise enfin la même chose que nous. Dans le cas contraire, il ne servira à rien que nous, Centre-Européens, résistions. Nous finirons par perdre l'Europe. Les Occidentaux parlent de comment vivre ensemble, comme intégrés, et nous parlons de comment ne pas avoir besoin de ce type de pensée. C'est pourquoi la politique européenne se divise en deux, l'occidentale et l'orientale évoluant en parallèle, et bien entendu en fonction que l'on ne souhaite pas de ces masses migratoires, ou que l'on souhaite expliquer pourquoi et comment les intégrer et vivre avec eux, il faut des idéaux très différents. Ce que l'on voit, c'est qu'ils souhaitent nous imposer leur situation et leur approche politique qui en découle. Bien sûr, nous avons nos défauts, que nous sommes prêts à corriger, mais fondamentalement, nous ne souhaitons pas changer. Un pays a-t-il seulement le droit à cela ? Nous autres politiciens devons comprendre que s'il y a toujours affaire plus urgente que l'immigration, aux conséquences menaçantes dans 20 ou 30 ans, il nous faut pourtant apporter des décisions maintenant, car autrement, dans 20 ou 40 ans, nos successeurs et nous-mêmes peut-être devront faire face à des conséquences que nous regretterons. Il faut retirer à la Commission européenne ses prérogatives en matière de migration et de défense des frontières et rendre ses prérogatives aux États membres pour que les ministres de l'Intérieur des États membres forment un nouveau conseil où ils pourront donner une réponse aux questions relatives à la défense des frontières et aux migrations. Si nous pouvons au moins obtenir cela à la suite des élections européennes, alors il y aura eu un intérêt à organiser ces élections. Merci de votre attention. Viktor Orban a donc bien décidé de poursuivre son combat pour sauvegarder les racines européennes, de quoi donner les grandes lignes directrices pour les élections européennes de mai prochain. Et voilà, on est déjà arrivé à la fin de ce samedi politique réalisé avec le Visegrad Post. J'espère que cette petite sortie des studios de TV Liberté vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un numéro un peu plus classique. Bonne fin de semaine.